Bonjour, ceci est la leçon 10 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Dans cette leçon, nous allons parler des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale dans les pays arabes. Je parle d'abord de l'Égypte. Nous avons quitté l'histoire de l'Égypte dans la leçon 6, nous avons quitté en 1922 lorsque le protectorat britannique prend fin officiellement et redevient un protectorat non déclaré. L'Égypte continue à avoir des forces militaires britanniques sur son territoire, continue à avoir des tribunaux compétents pour juger les étrangers qui sont contrôlés par les Britanniques, et l'administration du Soudan reste contrôlée par les Britanniques. Un grand nombre de hauts fonctionnaires égyptiens sont en fait des Britanniques pendant toute cette période. La vie politique égyptienne est dominée par les Britanniques et l'opposition à leur présence en Égypte. Opposition qui est organisée autour du parti du Wafd, dont je vous ai déjà parlé dans une leçon précédente. Le roi en Égypte s'appelle Fouad. Fouad fait un jeu politique compliqué entre le Wafd et les Anglais. Il cherche à limiter le pouvoir du Wafd, qui est le parti qui a les meilleurs résultats aux élections, qui a le plus de soutien dans la population. Et pour cela, il a la complicité des Britanniques. Bon, il y a un jeu compliqué donc d'un système politique qui fonctionne très très mal. En 1927, le fondateur du Wafd, Zaghloul, dont je vous ai déjà parlé, meurt et est remplacé par Nahas, qui sera le dirigeant du Wafd pendant toute la période suivante. En 1936, il se passe deux choses importantes qui permettent de changer ou d'améliorer d'une certaine façon la situation politique de l'Égypte. C'est la mort du roi Fouad. Son successeur, Farouk, qui est très très jeune, qui a très peu d'expérience, ne va pas savoir continuer à jouer le rôle politique que jouait son père, ce qui va permettre au Wafd, qui gagne des élections, qui arrive en tête des élections, qui a une majorité aux élections en 1936, de faire sa propre politique. Et ça aboutit au cours de l'année 1936, la signature d'un traité entre le gouvernement égyptien et le gouvernement britannique qui règle le problème des tribunaux réservés aux étrangers en Égypte, qui est la dernière séquelle du régime des capitulations dans le cas de l'Égypte, et qui limite la présence militaire britannique à la zone du canal. Donc c'est presque l'indépendance complète de l'Égypte, 1936, avec un traité d'alliance par lequel l'Égypte s'engage à coopérer avec la Grande-Bretagne en cas de guerre. Ce qui fait que l'indépendance, elle sera très brève, parce qu'en 1939, il va y avoir une guerre, et donc la présence militaire britannique, en vertu du traité de 1936, va redevenir beaucoup plus importante en Égypte. Les Égyptiens les plus nationalistes, en 1936, critiquent beaucoup Nahas d'avoir accepté ce traité d'alliance et les contraintes que ça représentait pour l'Égypte, ce traité d'alliance. J'ai tendance à penser que Nahas était plus lucide politiquement que ceux qui le critiquent à ce moment-là en Égypte. Parce que la situation de l'Égypte en 1936 est évidemment
une situation dangereuse au point de vue international. L'Égypte a une frontière avec la Libye qui est une colonie italienne à ce moment-là, et l'Italie en 1935 a commencé à faire la guerre à l'Éthiopie, à envahir l'Éthiopie, pour essayer de transformer l'Éthiopie, qui était un État africain indépendant, en colonie italienne. Et évidemment, il y a une menace militaire italienne très sérieuse sur l'Égypte. L'armée italienne, elle n'est pas très puissante, mais l'armée égyptienne, elle est minuscule et probablement encore plus incompétente que l'armée italienne à ce moment-là. Et donc, les possibilités pour l'Égypte de se défendre toute seule si elle était attaquée par l'Italie, cette possibilité, cette perspective, elle est très très inquiétante pour des dirigeants égyptiens. Donc, garder cette alliance avec la Grande-Bretagne était presque certainement une preuve de sagesse ou de prudence de la part de Naras. La guerre commence en 1939, les Britanniques renforcent leur armée en Égypte et sur l'ensemble du territoire, pas seulement sur la zone du canal. À l'été 1940, l'Italie entre dans la guerre contre la France et la Grande-Bretagne en juin 1940, et au cours de l'été, des troupes italiennes basées en Libye vont monter une attaque, d'ailleurs extrêmement timide. Ils franchissent la frontière égyptienne, ils avancent un peu, et puis ils disent on a des problèmes de logistique, il faut nous envoyer plus de matériel et plus de renforts. Cette armée italienne, elle n'est pas très dangereuse. À la fin de 1940 et au début de 1941, des troupes britanniques en Égypte vont contre-attaquer contre des Italiens. Ces Britanniques, comme toujours dans cette région du monde, ce sont des Australiens et des Néo-Zélandais extrêmement compétents, avec un certain nombre d'Anglais, de généraux anglais, avec aussi des gradés d'un niveau très élevé, qui sont soit australiens, soit néo-zélandais. Ils repoussent très très loin les Italiens en Libye. Les Italiens ont failli être expulsés complètement d'Afrique du Nord par les Britanniques au début de l'année 41. Il va falloir que les Allemands viennent à leur secours. Les Allemands envoient un corps expéditionnaire en Libye pour aider les Italiens et en fait avec un général, Rommel, pour commander et les Allemands et les Italiens dans les opérations contre les Britanniques. Et donc à partir du début de l'année 1941, la guerre en Afrique du Nord prend la forme d'une série d'allers et retours. Les Britanniques sont allés jusqu'à Benghazi, en Libye, et ont menacé Tripoli. Les Allemands et les Italiens, encadrés ou renforcés par les Allemands, vont repousser les Britanniques jusqu'en Égypte. Les Britanniques vont lancer une autre offensive ensuite. Il y a une série d'allers et retours comme cela qui se termine en 1942, aux deux batailles d'El Alamein en juin et en novembre 1942, les Allemands sont bloqués à El Alamein. El Alamein, c'est en Égypte, c'est à 70 ou 80 km d'Alexandrie, au bord de la Méditerranée. Les Britanniques ont fait une ligne défensive à cet endroit-là, ils bloquent l'avance allemande en juin 1942, et en novembre, ils lancent une contre-attaque pour chasser les Allemands et les Italiens, et ils vont les poursuivre jusqu'en Tunisie. Et à partir de là, les positions des germano-italiens vont être beaucoup plus faibles en Afrique du Nord, et surtout de la menace contre l'Égypte, qui est réelle jusqu'au mois de juin 1942. La menace contre l'Égypte disparaît complètement. Que font les Égyptiens dans tout ça ? Les Égyptiens souffrent des difficultés économiques liées à la guerre. Ils ont des centaines de milliers de soldats britanniques sur leur territoire qui, bien sûr, réquisitionnent ou consomment un grand nombre de biens qui sont plus difficilement accessibles pour la population égyptienne. La possibilité d'approvisionner le pays par la mer, c'est très difficile parce que en Méditerranée il y a des combats. Les Égyptiens, évidemment, dans la Deuxième Guerre mondiale comme dans la Première, ont souffert de difficultés économiques très très importantes.
l'armée égyptienne ne participe pas au combat. Elle est très peu nombreuse, elle est peu compétente. Les Britanniques n'essaient pas du tout de les utiliser dans les combats parce qu'ils ne leur font aucune confiance et ils s'arrangent pour les priver à peu près complètement de leurs munitions. C'était très facile, comme l'armée en Libye ou en Égypte, enfin dans le désert, contre les Allemands et les Italiens avaient besoin d'énormément de cartouches et d'obus. C'était assez facile de trouver des raisons pour confisquer le matériel de l'armée égyptienne et l'utiliser ailleurs. Donc on a une armée qui a encore des armes mais qui n'a plus vraiment de munitions et de toute façon qui est une armée qui est très peu nombreuse, encadrée par des officiers qui sont des gens très très peu compétents, qui n'ont aucune expérience de la guerre et qui n'ont pas du tout envie de participer à cette guerre contre les Allemands et les Italiens. On sait avec certitude que certains officiers de l'armée égyptienne en 1941-1942 se préparaient à accueillir les Allemands au Caire en espérant que la défaite des Britanniques par les Allemands allait leur permettre de retrouver l'indépendance de l'Égypte. Vous avez des Égyptiens nationalistes pour qui l'ennemi principal, ce sont les Britanniques, et n'importe qui peut les aider à se libérer des Britanniques est considéré comme bienvenu. Alors, bon, nous savons évidemment pas que cette opinion était un aveuglement très très grand. Vous savez qu'il y a d'autres gens dans le monde qui ont eu cet aveuglement, notamment un certain nombre de nationalistes québécois pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont souhaité une défaite de l'Allemagne, une défaite de la Grande-Bretagne. Ils n'ont pas été très nombreux. La plupart des Canadiens, même Canadiens-Français, ont participé tout à fait sérieusement à l'effort dans la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada est extrêmement important dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais un certain nombre d'individus, notamment d'intellectuels à Québec ou à Montréal, estimaient que la victoire de l'Allemagne, ça pouvait être bien dans cette guerre parce que ça libérerait les Canadiens français de l'oppression anglaise. Et qu'il y ait eu des gens en Égypte qui ont eu le même aveuglement est quelque chose qui est plus compréhensible en Égypte qu'au Canada. Au Canada, il était normalement possible d'être un peu mieux informé sur ce qui s'est passé en Europe que ça ne l'était en Égypte. Et ensuite, l'idée que la Deuxième Guerre mondiale était une guerre pour défendre la liberté et la démocratie contre le régime nazi, que c'était plus facile à comprendre par des Canadiens qui savaient qu'est-ce que c'est la démocratie, ou qui auraient dû le savoir, parce que c'était leur régime politique déjà à l'époque. Alors que le régime politique de l'Égypte est extrêmement peu démocratique, et l'obstacle à la démocratisation du régime égyptien, après tout, le WAFT représentait un potentiel de développement de la démocratie en Égypte entre les deux guerres mondiales. Et l'obstacle, c'était les Britanniques, et c'était le soutien des Britanniques au roi et la complicité des Britanniques avec le roi pour bloquer les tentatives de démocratisation de l'Égypte. Donc l'idée en Égypte que cette guerre était une guerre pour défendre la démocratie était plus difficile à comprendre ou à accepter par des Égyptiens que ce qu'elle aurait dû être pour des Canadiens. Parce que la plupart des Canadiens, je le répète, comprenaient parfaitement. Mais il y a eu des individus au Québec qui ont soutenu le point de vue inverse, que l'oppression c'était les Britanniques, et que donc tout ce qui pouvait affaiblir les Britanniques était considéré comme une bonne chose. Je pense que nous devrions avoir un peu plus de compréhension pour les Égyptiens qui ont commis cette erreur dans le passé que pour les Canadiens qui ont commis cette erreur dans le passé. Fin de cette parenthèse canado-centrique. En février 1942, les Britanniques se méfient tellement
de l'administration égyptienne, de l'armée égyptienne et du gouvernement égyptien, qu'ils imposent au roi Farouk. Et ils lui imposent en envoyant l'ambassadeur qui lui présente un ultimatum et en envoyant des véhicules blindés devant son palais qui menacent de tirer dessus. Ils n'ont pas tiré. Et il lui impose de reprendre Nahas comme Premier ministre. Nahas n'était plus Premier ministre, il ne l'est pas resté longtemps après sa demi-réussite du traité de 1936, et Nahas va accepter d'être le Premier ministre qui garantit la sécurité des Britanniques en Égypte. Ça va faire un tort considérable à cet homme et à son parti. Il était le chef du grand parti nationaliste. Et il accepte d'être le collaborateur des Britanniques dans cette affaire. Donc pour l'avenir de ce parti, ça va être très grave. Et je pense que c'est très dommage pour la politique égyptienne que ce parti politique, le Wafd, était une chance pour l'Égypte. Et j'ai tendance à penser que c'est le sens de responsabilité de Nahas. Nahas était capable de comprendre, lui, que une victoire des Allemands et des Italiens en Égypte, c'était pas du tout une bonne idée pour l'indépendance de l'Égypte, qu'il valait mieux continuer à coopérer avec les Britanniques et s'arranger avec eux lorsque la guerre serait terminée. Mais cette prudence ou cette lucidité politique, lui-même et son parti, et même la politique égyptienne, l'ont payé très cher, je pense, dans les années suivantes. C'est un des malheurs politiques de la guerre pour l'Égypte. Le 26 février 1945, le gouvernement égyptien déclare la guerre à l'Allemagne. C'est presque en même temps que le gouvernement turc de l'époque, et exactement pour la même raison. L'Égypte veut être membre fondateur des Nations Unies. Les autres pays arabes maintenant. L'Irak. Nous avons vu dans une leçon précédente que la notion de mandat, il faut bien distinguer les mandats et les protectorats. Quand vous écrivez vos travaux, ne me parlez pas de mandat britannique en Égypte. Il n'y a jamais eu de mandat britannique en Égypte. Ce qu'il y a eu, c'est un protectorat, et notamment des protectorats non déclarés. Le protectorat n'étant déclaré qu'entre 1914 et 1922, dans le cas de l'Égypte. En Irak, il y a un mandat, qui est cette notion venue des traités de paix de 1919, qui est une tutelle temporaire attribuée par la Société des Nations et contrôlée par la Société des Nations et destinée à préparer l'indépendance du pays. L'Irak, vous vous en souvenez, est sous mandat britannique. Et c'est le pays arabe où la notion de mandat a été appliquée d'une façon qui n'était pas complètement caricaturale ou complètement déformée par rapport à l'idée initiale de mandat. En Irak, il y a un roi, Faisal, qui a une certaine crédibilité, une certaine forme de légitimité aux yeux d'une partie de la population. Il y a des élections qui, semble-t-il, à l'époque, n'intéressent personne parce que le Parlement élu n'exerce aucune influence sur les décisions. Les décisions, elles sont prises par le roi ou par l'entourage du roi, pas qui sont ces anciens officiers ottomans arabes qui font partie de son entourage depuis 1916 et qui l'ont suivi à Bagdad pour gouverner l'Irak. La principale difficulté de la politique irakienne avant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Kurdes dans le nord. Les Kurdes sont indisciplinés, les Kurdes n'acceptent pas une autorité étatique et il faut réprimer les Kurdes perpétuellement, ce qui contribue à la brutalité très grande de la politique irakienne, qui est quelque chose qui va rester une constante pendant très longtemps. Une autre des caractéristiques de la société irakienne pendant cette période, c'est le début de la production pétrolière. L'Irak a été chronologiquement le deuxième pays du Moyen-Orient qui produit du pétrole. L'Iran
a commencé sa production de pétrole avant la Première Guerre mondiale, vous vous en souvenez. La production pétrolière de l'Irak, par des compagnies britanniques, va se faire dans les années 1920. La production de pays comme l'Arabie saoudite ou Koweït ne viendra que nettement plus tard. Le mandat britannique en Irak prend fin en 1930. Les Britanniques acceptent donc l'indépendance théoriquement complète de l'Irak en faisant signer à l'Irak un traité d'alliance qui sera le modèle du traité de 1936 pour l'Égypte dont je vous parlais tout à l'heure. Ce traité suppose le maintien d'une base aérienne britannique près de Bagdad et la possibilité pour l'armée britannique de revenir sur le territoire de l'Irak dans le cas où il y aurait une guerre. La guerre commence en 1939. À partir de 1940, la menace italienne contre l'Égypte pose un problème sérieux et les Britanniques commencent à faire transiter des troupes par l'Irak. Les soldats débarquaient en bateau à Bassora, dans le sud de l'Irak, et puis ensuite on les transportait en camion à travers le désert pour rejoindre l'Égypte. C'est dans ce contexte que, en avril 1941, un militaire irakien du nom de Rachid Ali fait un coup d'État. Il ne renverse pas le roi. Le roi, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est Faisal II, qui est le petit-fils de Faisal Ier. Faisal Ier est mort dans les années 30, et il a eu un fils qui n'a pas vécu longtemps, il a un petit-fils qui est presque un bébé en 1941, c'est un enfant très très jeune, et puis il y a un oncle du roi qui est régent. En fait, l'Irak reste gouverné par ce groupe de dirigeants arabes ayant une culture politique et administrative ottomane et qui sont habitués à être des alliés des Britanniques. Un militaire irakien, Rachid Ali, renverse le pouvoir de ces gens-là. Il ne renverse pas le roi, il n'a pas besoin de renverser le roi, il renverse le gouvernement, il devient chef du gouvernement et demande aux Britanniques de cesser de faire transiter leurs troupes par le sud de l'Irak et de retirer leurs avions qui étaient dans une base à proximité de Bagdad. Pour les Allemands qui apprennent la nouvelle de ce changement de politique de l'Irak, ça semble effectivement extrêmement intéressant et les Allemands proposent d'envoyer de l'aide militaire à Rachid Ali. Cette aide, ils demandent à la Turquie de la laisser passer par le territoire turc. La Turquie, jalouse de sa neutralité, refuse et les Français en Syrie vont accepter qu'une aide allemande vers l'Irak passe à ce moment-là. Ça ne va pas durer longtemps. Je vais en reparler dans un instant des conséquences de cette acceptation par le gouvernement français de l'époque d'aider les Allemands à aider les Irakiens anti-britanniques. En fait, les Britanniques vont prendre ça très au sérieux. La base aérienne qui est à côté de Bagdad va se mettre à bombarder des forces irakiennes pour les empêcher d'attaquer la base. Les troupes britanniques vont traverser le désert en camion. C'est essentiellement la Légion arabe de Transjordanie. Je vous en ai parlé de ça dans une leçon précédente, n'est-ce pas, qui est toute petite armée compétente organisée par des officiers britanniques et financée par les Britanniques, qui est recrutée en Transjordanie. Ce sont ces hommes-là qui vont à Bagdad et qui renversent le gouvernement de Rachid Ali et remettent au pouvoir les dirigeants pro-britanniques de l'Irak, dont un dénommé Nouri Saïd, dont nous reparlerons, qui a un rôle assez important, très important dans la politique irakienne jusqu'en 1958, qui a été probablement le meilleur allié des Britanniques dans la politique irakienne
pendant toute cette période. Nouri Saïd devenu Premier ministre, et l'Irak va déclarer la guerre à l'Allemagne le 16 janvier 1943, donc beaucoup plus tôt que la Turquie ou l'Égypte. Là, c'est presque une vraie déclaration de guerre. C'est pas une déclaration de guerre à la dernière minute parce que la guerre va se terminer et que le pays veut devenir un membre fondateur des Nations Unies. Un autre pays arabe concerné par le mandat britannique, c'est la Jordanie, plus exactement la Transjordanie, ça s'appelle comme ça jusqu'en 1946. La Transjordanie, elle fournit les soldats qui vont aller renverser le gouvernement pro-allemand en Irak. La Transjordanie, le mandat britannique prend fin en mars 1946 et à ce moment-là, l'émir Abdallah de Transjordanie devient roi de Jordanie. Beaucoup de gens croient que le pays a changé de nom plus tard. Je crois vraiment qu'il a changé de nom officiellement en 1946, mais que beaucoup d'écrits occidentaux ont continué à l'appeler Transjordanie pendant plusieurs années ensuite. La Légion arabe devient l'armée jordanienne. Elle reste encadrée par des officiers britanniques, notamment le général qui la commande est un Britannique. Il y a aussi des Jordaniens qui sont officiers, mais il y a des officiers britanniques, des officiers jordaniens dans l'armée jordanienne, et cette armée, elle reste financée par les Britanniques. Le royaume de Jordanie continue à être un État qui peut presque pas faire payer d'impôts à sa population qui est beaucoup trop pauvre et qui donc a besoin d'une subvention annuelle de la Grande-Bretagne pour pouvoir exister. Les deux pays arabes plus au nord que la Jordanie, qui sont la Syrie et le Liban, sont eux sous mandat français. Je vous ai parlé dans une leçon antérieure un tout petit peu du mandat français sur les Français qui ont créé un grand Liban, que certains Libanais sont assez contents de cela et savent comment manipuler les Français pour créer un régime politique confessionnel qui leur convient assez bien. En Syrie, les dirigeants politiques locaux passent leur temps à se disputer avec les fonctionnaires du mandat français, et les choses se passent très très mal. Il y a régulièrement des révoltes et de la répression par les Français. En 1936, il y a en France un gouvernement très à gauche, dit de Front populaire, avec beaucoup de ministres ou de députés qui se rendent compte que le colonialisme traditionnel, c'est vraiment devenu inacceptable et qui décident d'améliorer la situation. Et donc il y a un traité qui est signé, ou deux traités qui sont signés en 1936 avec les dirigeants libanais et les dirigeants syriens et qui promet l'indépendance pour ces deux pays sur le modèle irakien, c'est-à-dire avec un traité d'alliance avec la France, pour que les pays coopèrent avec la France en cas de guerre. Ce traité, ou ces deux traités, ne seront jamais ratifiés à Paris à cause des difficultés internes du système politique français. Le Parlement français n'est jamais capable de mettre à l'ordre du jour la ratification de ces deux traités. Et donc le gouvernement puis les hauts fonctionnaires en charge de la Syrie et du Liban qui disent aux Syriens et aux Libanais, écoutez, on va le ratifier le traité, mais ça prend du temps, il faut attendre, il faut comprendre les difficultés de la politique française. Et ça dure comme ça jusqu'en 1939. Quand commence la guerre en 1939, les dirigeants français disent aux Libanais et aux Syriens, écoutez, c'est plus le moment, l'indépendance, on en reparlera quand la guerre sera terminée. La guerre, elle est perdue par la France face à l'Allemagne en juin 1940 et s'établit un nouveau régime dirigé par
un vieux maréchal glorieux et gâteux, j'exagère à peine, un dénommé Pétain, qui signe un armistice avec l'Allemagne, armistice qui lui permet de garder une partie du territoire français qui n'est pas sous occupation allemande, et surtout qui lui permet de garder le contrôle de l'empire colonial, c'est-à-dire l'administration coloniale française, 1940-1941, continue presque entièrement à obéir au gouvernement légal de la France, qui est le gouvernement du maréchal Pétain établi à Vichy. Il y a quelques petits territoires coloniaux qui déjà se révoltent contre ça et se rallient au mouvement des Français libres créé par De Gaulle à Londres. Mais la Syrie et le Liban, qui sont donc font partie de l'administration coloniale française, il y a une administration coloniale, il y a des fonctionnaires, il y a des militaires qui obéissent au gouvernement de Vichy, au gouvernement du maréchal Pétain. Et en 1941, lorsqu'a lieu la prise du pouvoir par Rachid Ali en Irak, et que les Allemands demandent aux Français le droit de poser des avions de transport en Syrie pour apporter des armes aux Irakiens pour se défendre contre les Britanniques, les Français acceptent. Pas les Turcs neutres ont refusé, les Français dont l'empire colonial est théoriquement neutre dans la guerre. La France n'est plus en guerre, elle est neutre, elle ne doit pas coopérer ni avec les Britanniques ni avec les Allemands. Donc là, il y a une rupture des règles de neutralité de l'empire colonial. Les Britanniques vont réagir très très énergiquement à ça et envahissent militairement la Syrie et le Liban. Il y a des combats là entre des soldats britanniques et des soldats français qui essaient de défendre le régime colonial de Vichy en Syrie et au Liban. Les opérations se terminent le 14 juillet. Certains militaires français vont être rapatriés en France, d'autres, on va leur proposer de se joindre aux forces des Français libres que De Gaulle est en train d'essayer de créer un petit peu partout dans le monde. Et une administration obéissant à De Gaulle va être établie sur ces deux territoires où il y a une présence militaire britannique, pas la force militaire principale en Syrie et au Liban. Jusqu'en 1945, ça va être des forces britanniques. Il y a un tout petit peu de Français qui obéissent au mouvement des Français libres établi à Londres. Puis en 1943, De Gaulle va s'installer à Alger, après que les Américains et les Britanniques ont occupé l'Afrique du Nord, et donc De Gaulle peut établir un gouvernement en exil à Alger qui continue à contrôler l'administration coloniale en Syrie et au Liban. L'administration française donc, promet l'indépendance aux Syriens et aux Libanais dès la fin de la guerre. En 1943, des élections ont lieu qui donnent une victoire très importante aux nationalistes dans les deux pays. Il y a une répression des nationalistes par l'administration française, dite française libre, sur ces deux territoires. C'est en 1943 que des dirigeants libanais réunis dans la clandestinité vont adopter ce qu'on a appelé pendant très longtemps le pacte national au Liban, qui codifie avec précision la répartition des postes entre les différentes communautés. Le Liban des années 20 et 30 avait commencé à pratiquer cette coutume de répartir les positions politiques entre les chrétiens et les musulmans, et puis les différentes sortes de chrétiens, les différentes sortes de musulmans, etc. Mais tout ça va être codifié de façon précise en 1943, et tous les gouvernements libanais ensuite vont respecter ces règles-là. Elles ont été respectées quasiment jusqu'à aujourd'hui. Elles ont été modifiées en 1989, et pour l'essentiel, le gouvernement du Liban continue à fonctionner selon les principes fixés en 1943 par des résistants contre l'occupation
l'occupation française. En mai 1945, la guerre se termine en Europe et les Libanais et les Syriens disent aux Français, bon ben maintenant la guerre est finie, vous nous avez dit qu'on serait indépendant, donc on devient indépendant. Et le gouvernement français commence à envoyer des renforts en Syrie et au Liban sous prétexte qu'il fallait envoyer des renforts pour aider à l'évacuation des soldats qui étaient déjà là. Les Syriens prennent ça très très mal. Une révolte se déclenche en Syrie. Il y avait des forces britanniques encore en Syrie à ce moment-là. Et ce sont les forces britanniques qui interviennent pour régler ce conflit, je serais tenté de dire absurde ou ridicule, pas de cette puissance coloniale qui a promis de s'en aller depuis 1936 et qui continue à ne pas être capable de s'en aller. Pas les Français se mettent à imiter en Syrie et au Liban ce que les Britanniques font depuis 1914 en Égypte. Pas de dire on s'en va et de ne pas s'en aller. Donc les Britanniques garantissent la sécurité des forces françaises qui sont en Syrie à condition qu'ils restent dans leurs casernes et qu'ils ne bougent pas et menacent de les bombarder dans leurs casernes s'ils sortent de leurs casernes. Le gouvernement français de l'époque est incapable de résister à la pression britannique là-dessus et se décide à évacuer ses forces en Syrie et au Liban et les deux pays deviennent vraiment indépendants en 1946. Donc en fait, pas après la fin de la guerre, les pays arabes dont nous venons de parler, là, Égypte, Irak, Syrie, Liban, Jordanie, sont indépendants. Et ils vont décider de créer une Ligue arabe qui aura un rôle assez important dans la suite de l'histoire. Donc, il faut en parler pendant quelques minutes. Nous savons qu'il y a une aspiration à l'unité dans le monde arabe. Peut-être l'aspiration à l'unité de tous les Arabes devenus indépendants de l'Empire ottoman après 1918. Sûrement une aspiration à l'unité en Syrie, entre le nord et le sud de la Syrie. Beaucoup insisté là-dessus déjà dans ce cours. Entre les deux guerres mondiales, le leader politique de l'aspiration à l'unité, c'est Abdallah. C'est Abdallah, l'émir de Transjordanie, qui est l'allié de l'Irak. L'Irak est beaucoup plus puissant que la Jordanie. Et l'Irak a de l'argent grâce à la production du pétrole et à l'exportation du pétrole. Ça ne rapporte pas beaucoup au gouvernement irakien, mais ça lui donne quand même des ressources financières beaucoup plus importantes que celles de n'importe quel autre État arabe. Pas l'Égypte, la Syrie, tous ces gens-là, c'est des gouvernements qui n'ont pas d'argent, qui doivent faire payer des impôts à leur population et qui ont beaucoup de mal à gérer leur budget. L'Irak a l'argent facile et l'Irak peut appuyer la politique de la Jordanie. Avec la mort de son frère Faisal à Bagdad, Abdallah devient le vrai chef de la dynastie hachémite. C'est un enfant qui règne à Bagdad. Son père, qui était roi du Hedjaz, qui a été chassé par Abdelaziz, il s'est réfugié en Transjordanie. Donc Abdallah est le leader de l'aspiration à l'unité arabe. L'unité arabe, c'est un thème hachémite. Pas seulement, il y a beaucoup de gens pour qui c'est important, même s'ils n'ont pas de sympathie pour les hachémites. Mais le leader naturel de cela, c'est Abdallah. En 1943, le gouvernement irakien pro-britannique, dont je vous parlais tout à l'heure, propose aux Britanniques de créer une ligue arabe en leur disant il faut unifier la Syrie. Bon, Abdallah devrait devenir roi de Syrie, fusionner son émirat avec la Syrie,
De toute façon, en 1943, il y a des troupes britanniques en Syrie. Hein, et c'est les Britanniques qui ont chassé l'administration de Vichy, de Syrie. Donc, les dirigeants irakiens disent aux Britanniques, vous devriez unifier tout ça, et puis on ferait une Ligue arabe qui serait une association très étroite entre cette nouvelle Syrie agrandie et l'Irak, des pays frères, et cette Ligue arabe, elle serait ouverte ensuite à d'autres États arabes s'ils veulent y adhérer. Les Britanniques sont réticents face à cette affaire parce que c'est difficile pour eux d'éliminer complètement les Français de Syrie. Ils ont un peu besoin de l'alliance avec De Gaulle, ils ont un peu besoin de la coopération du reste de l'Empire français, et presque sûrement Churchill calcule qu'après la guerre, il continuera à avoir besoin de l'alliance avec la France. Il ne peut pas être ouvertement hostile aux Français, et que donc les ambitions unificatrices très grandes des Hachémites dans cette affaire, c'est quelque chose de difficile à satisfaire. Et les Britanniques vont dire aux Égyptiens, vous devriez proposer une ligue arabe. Il s'agit de couper l'herbe sous le pied des Irakiens en proposant quelque chose de moins ambitieux. Et les Égyptiens le gouvernement égyptien convoque deux conférences, une conférence à Alexandrie en octobre 1944 et une conférence au Caire en mars 1945. C'est la conférence du Caire qui est créée officiellement la Ligue arabe qui existe toujours aujourd'hui. Alors, cette ligue, elle est créée par l'Égypte, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Transjordanie, qui n'est pas encore devenue la Jordanie, et l'Arabie saoudite et le Yémen. Cette création de la Ligue arabe, dont le siège va être au Caire, ça a plusieurs conséquences. Une des conséquences, c'est de renforcer le rôle de l'Égypte dans la politique arabe. L'Égypte exerce déjà une certaine influence sur les pays plus à l'est dans la période de l'entre-deux-guerres, mais finalement, l'Égypte est un pays où les gens parlent l'arabe. Est-ce que c'est vraiment un pays arabe au sens d'un pays membre de la nation arabe? La nation arabe dont il est question avant la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire les pays arabes en Asie, ceux qui ont fait partie de l'Empire ottoman, qui ont été libérés de l'Empire ottoman avec la disparition de l'Empire ottoman après 1918. L'Égypte peut jouer un rôle là-dedans, mais elle n'est pas obligée. Elle a un choix, pas de faire une politique plus d'indépendance égyptienne ou de solidarité avec les Arabes. On retrouvera plus tard, beaucoup plus tard dans l'histoire de l'Égypte, ce phénomène-là. L'Égypte a des choix politiques qui sont moins rigides que ceux des autres pays. Mais que la Ligue arabe ait son siège au Caire est fondée à l'initiative de l'Égypte. Bien sûr, ça implique beaucoup plus profondément l'Égypte dans la politique des pays arabes. L'autre chose qu'il faut noter sur la création de la Ligue arabe, c'est que je vous ai énuméré les membres, n'est-ce pas? L'Égypte, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Transjordanie, l'Arabie saoudite, le Yémen, et j'en ai oublié un, c'est la Palestine. La Ligue arabe crée un siège pour la Palestine, qui n'est pas du tout un État indépendant, qui n'a pas du tout de gouvernement. La Syrie et le Liban ne sont pas complètement indépendants, mais il y a un gouvernement syrien et un gouvernement libanais pour adhérer, participer aux conférences à Alexandrie et au Caire, pour adhérer à la Ligue arabe. Les Palestiniens, ils n'ont pas de gouvernement, et on crée un siège pour la Palestine, et les représentants de la Palestine à la Ligue arabe vont être désignés parmi des Palestiniens par les autres membres de la Ligue arabe. Pas les représentants de la Palestine sont cooptés. Il y a là quelque chose qui est
important pour l'avenir. Ça préfigure quelque chose qu'on va voir très souvent dans la suite de cette histoire. C'est les États arabes qui disent la cause palestinienne, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas aux Palestiniens de s'en occuper. Ce sont les gouvernements arabes qui doivent s'occuper de la cause palestinienne. C'est quelque chose qu'on va retrouver et que la structure de la Ligue arabe de 1945 préfigure cela. Il est remarquable que la Ligue arabe aurait pu créer un siège pour Koweït, qui est un protectorat britannique, pour la Tunisie, qui est un protectorat français, qui sont des États arabes eux aussi. Il ne leur vient pas à l'idée de créer des sièges à occuper plus tard pour les États arabes non indépendants, sauf pour la Palestine. On crée un siège pour la Palestine, on dit tant qu'il n'y a pas de gouvernement palestinien, on désignera les Palestiniens qui occupent ce siège. Donc il y a deux choses qui seront très importantes pour la suite de l'histoire des conflits entre les Arabes et les autres. Il y a deux choses très importantes dans la création de la Ligue arabe, c'est le rôle prééminent donné à l'Égypte et le caractère symbolique tellement important de la Palestine pour la politique des autres États arabes. Et donc, en terminant cette leçon, je vais parler de la situation en Palestine pendant la guerre, un tout petit peu avant la guerre, quelles sont les conséquences de la guerre pour la situation en Palestine. Nous avons vu dans la leçon 8 que le peuplement juif de la Palestine, par l'immigration sioniste, augmente sous le régime du mandat britannique. Les Juifs en Palestine sont 65 000, soit 10% de la population en 1919. Ils sont 425 000, soit 30% de la population totale du territoire en 1939. Et nous avons vu aussi que cette communauté juive sioniste de Palestine s'est dotée d'institutions extrêmement efficaces, un parlement élu, un gouvernement, un syndicat, des partis politiques, un système de santé et même une force armée non officielle, plus ou moins clandestine par rapport aux Britanniques, qui coopèrent avec les Britanniques quand on a besoin de réprimer des révoltes arabes. Ce développement de la colonisation donc sioniste en Palestine suscite une opposition dès le départ de la part de la population arabe et de ses dirigeants. Certaines des raisons de cette opposition sont les mêmes que celles de l'opposition à l'immigration juive avant 1914, dont je vous ai parlé brièvement dans une leçon précédente, le fait que ces immigrants s'isolent socialement, ne coopèrent pas avec les populations locales, n'emploient pas d'arabes dans leurs entreprises, et les conflits pour l'achat des terres, parce que quand les terres sont achetées par le Front national juif, les paysans arabes qui travaillaient sur ces terres et qui n'en étaient pas propriétaires en sont expulsés. À cela s'ajoute bien sûr la menace politique que ça représente et l'obstacle au nationalisme aux yeux de certains Arabes. Nationalisme, je crois, qui est beaucoup plus arabe que palestinien. Qu'il y a des Palestiniens qui sont nationalistes, mais leur nationalisme, c'est un nationalisme arabe. Est-ce que le grand État arabe auquel ils souhaitent appartenir, c'est la grande Syrie, comprenant le nord et le sud de la Syrie, ce pays qui n'aurait pas dû être divisé en 1920 lors de la création des mandats? Est-ce que c'est une nation arabe plus large qui inclurait aussi l'Irak, le Hejaz, éventuellement l'Arabie saoudite? C'est possible. Il y a l'identification comme arabe et que l'idée que les Arabes sont une nation, même si les limites de la nation ne sont pas très connues. Dans la bibliographie du cours, j'ai donné beaucoup d'importance au livre d'Henri Laurens. Henri Laurens est de très très loin le meilleur spécialiste au monde du conflit
israélo-palestinien. Et je suis normalement pas en désaccord avec lui, jamais, je m'efforce d'être d'accord avec lui. J'ai une certaine divergence avec lui sur ce point. Je crois que Laurens découvre des petites manifestations de nationalisme spécifiquement palestinien dès 1920 ou 1921. Et je crois qu'il a tendance à exagérer un peu. Il y a des Palestiniens qui savent qu'ils sont dans une situation spécifique, différente de celle de tous les autres Arabes, parce qu'ils ont ce mandat britannique, ça c'est la même chose en Transjordanie ou en Irak, mais il y a cette immigration sioniste et ce mandat britannique qui, légalement, d'après les directives de la Société des Nations, est là pour développer l'implantation du foyer national juif en Palestine. Donc les Palestiniens arabes, ils savent qu'ils sont dans une situation politique différente de celle de tous les autres Arabes. Ça ne veut pas dire que la nation indépendante qui est leur objectif soit uniquement la Palestine. Et je crois que Laurens exagère cela. Les Palestiniens d'aujourd'hui ne sont plus du tout nationalistes arabes, ils sont nationalistes palestiniens. Nous verrons ça beaucoup plus tard. Mais c'est venu beaucoup plus tard que ça. Et Laurens détecte pas les tout premiers signes de ce qui pourrait devenir un nationalisme palestinien. Peut-être qu'il a raison. Si vous lisez Laurens et si vous pensez qu'il a raison contre moi, c'est lui le grand spécialiste. Mais je pense qu'il exagère un peu le côté spécifiquement palestinien. Il y a chez les Palestiniens un nationalisme arabe qui est spécifique parce qu'ils sont dans une situation spécifique. Mais c'est un nationalisme arabe. Leur nation, c'est la nation arabe. Encore à ce moment-là. Et évidemment, la division de la Syrie en deux, entre le nord et le sud, et l'immigration juive en Palestine et le projet de foyer national juif, tout ça est un obstacle, qu'on soit nationaliste palestinien ou qu'on soit nationaliste arabe. De toute façon, c'est inacceptable. Face à cette opposition des Arabes, les dirigeants juifs ont trois positions possibles. L'une, c'est de l'ignorer. Et c'est le cas, je crois, de beaucoup d'entre eux. C'est une attitude fréquente à l'époque du colonialisme européen. L'idée que les peuples non européens sont des espèces d'enfants dont on va décider ce qui est bien pour eux à leur place et qu'ils n'ont ni les mêmes droits ni les mêmes besoins que les vrais humains qui sont les Européens, chrétiens la plupart du temps, mais juifs aussi, ces immigrants juifs en Palestine, tout à fait le sentiment d'appartenir à l'humanité de première classe, pas à l'humanité qui a vraiment des droits, qui revendique le droit de créer un État juif. Les Arabes, c'est pas un problème, on peut ignorer ça. Une deuxième attitude, plus intéressante, je trouve, c'est d'essayer de persuader les Arabes que l'immigration juive est bonne pour eux. Ça part d'un bon sentiment, mais il est difficile de les convaincre. Il y a des gens qui disent qu'il va falloir faire un État binational, judéo-arabe en Palestine, et il va falloir avoir un parlement avec moitié de députés juifs et moitié de députés arabes. Alors aujourd'hui, on est dans les années 30, les juifs sont moins nombreux, donc ça va les avantager, ils vont être surreprésentés, mais quand on sera devenu plus nombreux grâce à l'immigration, on continuera à appliquer cette règle et donc ça deviendra avantageux pour les Arabes, ça protégera les biens. La réaction des Arabes face à ça est évidemment très 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 sceptique. On peut se mettre à leur place et se dire notre but, c'est pas de rester avec le même nombre de députés que vous quand on sera devenu minoritaire. Notre but, c'est de ne pas devenir minoritaire, de ne pas que vous ne deveniez pas majoritaire dans ce qui est notre pays. Enfin, il y a une troisième position qui est celle d'un homme comme Jabotinsky, dont je vous ai déjà parlé dans une leçon précédente, le fondateur du
parti révisionniste, l'ancêtre du Likoud, Jabotinsky, qui dit les Arabes, il va falloir les combattre, et puis c'est tout. Hein, tous les États ont été créés par la force, et il faudra que l'État juif soit créé par la force. Alors, il y a dans les années 30 un certain nombre de les années 20 et 30, un certain nombre de révoltes arabes. Une première révolte en 1920-1921, une deuxième révolte en 1929, une troisième révolte en 1936-37, à la suite de laquelle les Britanniques organisent des négociations auxquelles ils associent les États arabes voisins. Si la cause de la Palestine est devenue une cause tellement importante pour les autres États arabes, ce qu'on voit par exemple dans la structure de la société de la Ligue arabe, dont je vous parlais à l'instant. C'est en partie parce que les Britanniques ont souhaité associer les autres États arabes aux discussions concernant l'avenir de la Palestine, en espérant que les gouvernements des États arabes voisins pourraient exercer une influence modératrice sur les porte-paroles des Palestiniens proprement dits. À la suite de ces négociations, les Britanniques vont proposer un plan de partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Le plan de partage fait par la commission Peel, alors ce plan de partage, il est refusé en principe par les Arabes, qui disent tout ce pays est à nous, il n'y a pas de sens de le partager. Vous nous donnez les 3/4 de notre territoire, mais ça ne nous convient pas, on veut tout. Et les Juifs qui disent l'idée du partage, elle n'est pas idiote, mais ce que vous nous proposez est beaucoup trop peu, ce qui fait que les deux parties refusent pas la perspective d'un partage qui est envisagé pour la première fois donc en 1936. En 1937, il y a une reprise de la révolte, et les Britanniques, à la veille de la guerre, vont en 1939 essayer de calmer le jeu en adoptant un livre blanc qui limite radicalement l'immigration sioniste en Palestine et interdit l'achat des terres par les organisations juives sur la majeure partie du territoire de la Palestine. Alors, on est dans cette situation lorsque la guerre commence. Si on fait un bilan du mandat britannique entre 1920 et 1939, au début du mandat, le mandat a protégé les Juifs. Ils sont encore trop peu nombreux à ce moment-là. Si les Arabes avaient été indépendants, avaient voulu mettre fin à l'entreprise sioniste, ils auraient pu le faire. Les Juifs étaient trop peu nombreux et pas encore suffisamment organisés pour pouvoir poursuivre leur entreprise. Et évidemment, c'est le mandat britannique, c'est la protection des Britanniques qui a permis le développement de la colonie juive qui était encore minuscule en 1919 ou en 1920. À la fin du mandat, le mandat britannique protège les Arabes contre la capacité d'expansion des Juifs. Les Juifs des années 30 en Palestine sont devenus beaucoup plus nombreux, ils sont devenus beaucoup mieux organisés, ils sont armés, ils sont déjà une organisation militaire qui n'est pas négligeable du tout, et si les Britanniques n'avaient pas limité le développement de la colonie britannique, de la colonie juive en Palestine dans les années 30, celle-ci serait devenue encore plus puissante. Ce qui a pour conséquence que dans les livres qui racontent cette histoire, il n'y a qu'une chose qui est constante, c'est que tout le monde est anti-britannique. Les Juifs qui racontent l'histoire de la création de l'État d'Israël dénoncent la politique britannique avec véhémence, et les Arabes accusent bien sûr les Britanniques d'être ceux qui ont voulu créer cet État juif en Palestine. Les Britanniques, avec la déclaration Balfour et avec le texte du mandat de la Société des Nations, se sont donné une mission irréalisable en Palestine,
et ensuite ils ont louvoyé, n'est-ce pas, favorisant les Juifs au début de la période, protégeant les Arabes contre les ambitions excessives des Juifs ou limitant les ambitions excessives des Juifs à la fin de la période. Aucune politique britannique ne pouvait se sortir de ce guêpier. Avec la perspective de la guerre, le livre blanc a pour conséquence de geler la situation en Palestine en espérant que comme cela, les Britanniques pourront avoir la coopération des autorités arabes dans la région. Nous avons vu ce que ça a donné en Irak, nous avons vu ce que ça a donné en Égypte. Avec la déclaration de guerre, Ben Gurion, qui est devenu le chef du gouvernement de la communauté juive en Palestine, Ben Gurion fait une déclaration très célèbre disant il faut combattre le livre blanc qui est publié en début de l'année 1939, au printemps 1939, donc juste avant le début de la guerre, à un moment où on sait que la guerre est imminente. Les autorités sionistes ont bien sûr dénoncé le livre blanc comme un scandale parce que les Britanniques ont l'obligation de respecter la liberté d'immigration des Juifs en Palestine. Ils doivent les laisser acheter des terres là où ils veulent et à chaque fois qu'ils veulent le faire. Donc Ben Gurion déclare, lorsque la guerre commence, il faut continuer à combattre le livre blanc comme s'il n'y avait pas de guerre et il faut aider la Grande-Bretagne dans la guerre comme s'il n'y avait pas de livre blanc, avec l'idée que pour des Juifs, l'Allemagne est une menace beaucoup plus grave que la Grande-Bretagne. Cette position, elle est très majoritaire pour les Juifs du monde entier et très majoritaire pour les sionistes et les Juifs de Palestine. Il est intéressant de noter qu'elle n'est pas unanime. Il y a une minorité de révisionnistes. Ce n'est pas tous les révisionnistes, mais certains révisionnistes ultra-minoritaires, des gens qu'on appelle le groupe Stern, du nom d'un de leurs dirigeants, qui, pendant la guerre, en 1940 ou 1941, vont tenter d'établir des liens avec l'Allemagne, vont avoir des contacts avec l'ambassade d'Allemagne à Ankara, en Turquie. La Turquie est neutre, donc il y a une ambassade de tous les pays en guerre à Ankara pendant toute la guerre. Les Juifs de Palestine vont entrer en contact avec des diplomates allemands pour essayer de négocier avec eux la libération de la Palestine des Britanniques. Nous avons vu qu'il y a eu des Égyptiens à faire ça, il y a eu des Irakiens à faire ça, à croire que l'Allemagne pouvait les aider à se débarrasser de la domination britannique. Il y a quelques Juifs en Palestine qui peuvent faire le même raisonnement, ce qui est encore plus étonnant, pas que dans le cas d'Égyptiens ou d'Irakiens. Parmi ces gens du groupe Stern, de ce mouvement qui a tenté d'établir des moyens de coopération avec l'Allemagne au début de la guerre, il y a un certain Yitzhak Shamir, un homme qui sera Premier ministre en Israël dans les années 1980. J'aurai l'occasion d'en reparler peut-être. Quelle est la situation à la fin de la guerre ? La guerre a deux conséquences énormes pour la situation en Palestine. La première, c'est l'affaiblissement de la Grande-Bretagne. En 1945, la Grande-Bretagne est victorieuse. Elle est le troisième grand vainqueur de cette guerre. Et elle est même le pays qui a combattu le premier. Elle a été en guerre contre l'Allemagne bien avant l'URSS et bien avant les États-Unis. Les Britanniques ont déclaré la guerre à l'Allemagne pour essayer d'aider la Pologne, alors que les Soviétiques sont entrés en guerre quand ils ont été attaqués par les Allemands, et les Américains sont entrés en guerre quand ils ont été attaqués par les Japonais. Les Britanniques ont été en guerre pendant beaucoup plus longtemps, pour des raisons plus honorables que les deux autres. En même temps, les ressources du pays sont minuscules par rapport aux ressources humaines de l'URSS et par rapport aux ressources humaines et économiques des États-Unis. Et la Grande-Bretagne de 1945 est totalement épuisée et a besoin de limiter
ses responsabilités à l'étranger, l'administration directe de la Palestine, ce territoire épouvantable où on ne peut pas organiser un autogouvernement, ce que les Britanniques veulent faire partout dans leur empire colonial. Il y a là un territoire où il faut avoir une administration directe parce qu'il n'y a pas moyen d'établir un gouvernement en ayant le consentement des Juifs et des Arabes. Il faut avoir des forces de maintien de l'ordre importantes sur ce territoire. En 1946, il va y avoir autant de soldats britanniques en Palestine qu'en Inde, qui est un pays de 300 millions d'habitants à l'époque. C'est quelque chose de complètement insupportable pour la Grande-Bretagne. Donc l'épuisement britannique par la guerre est un facteur très très important pour comprendre la suite de l'histoire. L'autre aspect, c'est le renforcement du mouvement sioniste. Ce renforcement, il a lieu dans le monde entier, dans une large mesure, à cause de Hitler et du massacre des Juifs européens par Hitler. Je vous ai dit dans une leçon antérieure que le sionisme était très minoritaire dans les communautés juives dans le monde entier, qu'il était contesté par les juifs religieux pratiquants et par les juifs modernes souhaitant s'intégrer dans les pays où ils étaient citoyens, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne avant 1933. Et 1933, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Aux États-Unis, les Juifs veulent être citoyens du pays où ils vivent, ils pensent que c'est possible, et ils pensent que ce projet nationaliste juif de créer un État juif, c'est dangereux pour leur propre situation dans le pays où ils vivent. Ils ont peur qu'on leur dise « allez dans votre pays, c'est pas votre pays ici ». Et cette situation va changer en conséquence de la guerre. L'opposition au sionisme de la part des juifs religieux et de la part des juifs intégrationnistes va diminuer beaucoup et le mouvement sioniste va arriver à avoir des soutiens beaucoup plus importants dans les communautés juives qui ont survécu, parce que ceux qui vivaient en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, dans l'ouest de l'URSS, ou en Hongrie, il y en a énormément qui n'ont pas survécu. Et dans d'autres pays européens, il y a eu un grand nombre de victimes. Je pense un tiers ou un quart des juifs français ont disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause de la politique d'extermination des juifs par les occupants allemands. Donc il y a un changement d'attitude des communautés juives face au sionisme. La propagande sioniste dans les communautés juives va devenir plus efficace grâce à Hitler. Et je pense que c'est la contribution principale de Hitler à la création de l'État d'Israël. Je reviendrai là-dessus dans une leçon ou deux, que l'idée simpliste, pas que l'État d'Israël a été créé en réparation du massacre des Juifs par Hitler, cette idée elle est très largement fausse. Mais le massacre des Juifs par Hitler, ça a quand même aidé nettement, pour la raison que je viens d'indiquer. Une autre chose qui va jouer en faveur du sionisme au lendemain de la guerre, c'est un certain soutien sentimental en Occident, certainement aux États-Unis, très probablement dans un pays comme la France, qui va avoir une position assez sympathique à la création de l'État d'Israël en 1947 et 1948. Cette sympathie qui est alimentée beaucoup par le thème des réfugiés. Il y a un nombre considérable de réfugiés en Europe au lendemain de la guerre. Parmi eux, il y a des juifs survivants, ils ne sont qu'une minorité, malheureusement, malheureusement pour tous ceux qui ont été tués, parmi les juifs, parmi les réfugiés en Europe, mais un des thèmes de la propagande sioniste après la guerre sera que ces réfugiés, quand ils sont juifs, ils ont besoin d'une terre d'accueil. La terre d'accueil naturelle pour eux, c'est la Palestine, et que les limitations de l'immigration décidées dans le livre blanc de 1939 et que les Britanniques tentent de continuer d'appliquer après la fin de la guerre. Pas que ça, c'est inacceptable. Et
dans les opinions publiques aux États-Unis ou en France, même chez les gens qui ne sont pas juifs du tout, pas cette revendication de laisser ces gens aller en Palestine apparaîtra comme une revendication légitime. Donc la guerre a aidé à la création de l'État d'Israël. Il ne faut pas exagérer l'importance qu'a eu Hitler et les victimes juives en Europe dans cette affaire. L'État d'Israël sera créé par les Juifs qui étaient en Palestine avant et pendant la guerre, et par leurs enfants, les enfants ou les petits-enfants de ceux qui avaient immigré au début du siècle. C'est eux qui ont créé cet État, c'est eux qui ont combattu pour le mettre en place. Les réfugiés de la catastrophe européenne ne pourront entrer en Israël que ensuite, après l'indépendance. La guerre a eu une autre importance très très grande pour comprendre ce qui va se passer ensuite, c'est la participation militaire des habitants de la Palestine à la guerre. L'administration britannique en Palestine va faire appel à des volontaires. Ils vont demander des volontaires dans la population juive et dans la population arabe, ils vont demander des volontaires auprès de tout le monde. Et les autorités juives, il y a toujours un gouvernement de la communauté juive, il y a toujours un parlement, pas qui est capable d'imposer des règles à ses propres membres. Et l'autorité juive transforme ce volontariat en service militaire, c'est-à-dire que les jeunes gens de la communauté juive qui sont en état physique de porter les armes, on leur dit vous devez vous engager dans l'armée britannique, vous devez combattre dans l'armée britannique. Certains d'entre eux, par exemple, ont combattu contre les Français en 1941 en Syrie. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que les troupes britanniques qui envahissent l'Irak pour renverser Rachid Ali, c'est en partie des Arabes de Transjordanie. Les troupes britanniques qui envahissent la Syrie en 1941 pour chasser les forces obéissant au gouvernement de Vichy, là aussi, il y a des Juifs de Palestine parmi eux qui ont été recrutés dans l'armée britannique. Et beaucoup d'entre eux vont combattre en Libye contre les Allemands et les Italiens. Certains d'entre eux vont piloter des avions dans l'aviation britannique pendant la guerre. Donc, les Juifs qui s'engagent dans l'armée britannique sont plus nombreux que les Arabes. Il y a eu un nombre surprenant d'Arabes qui se sont engagés aussi dans l'armée britannique, mais ils étaient moins nombreux que les engagés juifs. Et surtout, ces engagés juifs, il y avait déjà en Palestine, dans la communauté juive, cette armée officieuse qui existait avant la guerre. C'est cette armée officieuse qui tient un registre des jeunes gens qu'on a envoyés dans l'armée britannique, qui envoie ses propres membres dans l'armée britannique pour acquérir une formation militaire. Et quand la guerre est terminée, il récupère ces hommes-là et les organise, pas dans le développement de la compétence militaire des Juifs de Palestine. La participation à la Deuxième Guerre mondiale est extrêmement importante, alors que la compétence militaire des Arabes de Palestine qui ont combattu dans l'armée britannique, elle va être perdue, parce qu'il n'y aura pas d'organisation militaire arabe pour les recruter et les utiliser. Et les autres armées arabes, ça j'en parlerai très bientôt quand je vais parler des guerres israélo-arabes, l'armée égyptienne, nous avons vu, elle n'a aucune expérience de combat dans aucune guerre. L'armée irakienne, elle a combattu contre des Kurdes dans le nord. L'armée syrienne ou l'armée libanaise qui se forme en 1946 au moment de l'indépendance, elles n'ont plus aucune expérience de guerre. Ceux qui ont une expérience de combat déjà, c'est l'armée jordanienne. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais ils sont très très peu nombreux. Et donc ça va avoir une importance très grande pour la suite de l'histoire. Je vous remercie de votre attention.